Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Éco. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Vous allez bien? Bonjour à tous. Mieux que l'économie? Oui, mieux que la France. Mieux que la France. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Chevalier. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Chevalier, vous êtes business économiste, vous êtes monétariste et analyste financier. Et vous étiez sur ce plateau il y a quelques mois. Le 3 mars. Exactement, juste avant le confinement. Eh oui. Et vous nous annonciez une bien triste nouvelle. Vous nous disiez que nos amis les banques étaient menacés d'un tsunami. Alors, la question, évidemment, tout naturellement, le tsunami est-il en train de se produire? Va-t-il se produire? Est-ce que le confinement 1 et le confinement 2 probables vont aggraver la situation de nos amis les banques? Vaste programme. Ben oui. Alors, il n'y a pas eu de tsunami. Donc, j'avais dit, donc, effectivement, début mars, il va y avoir un tsunami bancaire. Pourquoi? Parce que les banques européennes, les banques en particulier en France, sont dans une situation très, très inquiétante parce qu'elles ont trop de dettes par rapport à leurs capitaux propres. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est le multiple d'endettement qui doit être inférieur à 10. C'est-à-dire que le total des dettes d'une banque ne doit pas dépasser 10 fois le montant de ses capitaux propres. Or, en France et en Europe aussi, les banques dépassent largement ces limites. Donc, dans ce cas-là, elles fragilisent toute l'économie, et en particulier, évidemment, le système bancaire. Et les banques sont au bord de la faillite pratiquement, mais elles ne sont pas tombées en faillite. Pourquoi? Parce que la BCE est intervenue. Comment est-elle intervenue? Merci, Madame Lagarde. Oui, c'est pas elle qui prend la décision. Elle ne fait que dire ce qu'on lui dit de faire. Donc, c'est pas elle. Elle nous offre son QI. Oui, exactement. Qui lui dit de faire à Madame Lagarde, d'ailleurs? Quantitative easing. Oui, ce sont des milliers de collaborateurs qui se trouvent à Francfort et ailleurs dans les banques centrales, des gens qui travaillent, enfin, qui sont payés tout au moins par la Banque centrale. La BCE a sauvé la situation en Europe. La BCE a sauvé les banques européennes. Comment? En leur apportant 1900 milliards d'euros. Donc ça, c'est le résultat de l'étude bien précise de toutes les opérations bancaires qui ont été faites par la BCE depuis fin janvier jusqu'à maintenant. Alors, 1900 milliards. 1900 milliards. Mais d'où viennent-ils? De nulle part. C'est de la création monétaire pure. La création monétaire pure, c'est-à-dire que la banque va livrer des liquidités, la Banque centrale va des liquidités aux banques commerciales, en leur achetant leurs actifs. Oui, et également en leur prêtant de l'argent. Ah, carrément un prêt? Ah oui, des prêts, à des taux zéro. Donc, vous voulez de l'argent, vous pouvez nous vous en apportons autant que vous voulez. C'est les TLTRO, TLTRO, les prêts géants, comme ils disent. Et puis OB comme Open Bar. Oui, voilà, c'est... Non, mais vous faites ce que vous voulez. Vous voulez de l'argent, la BCE vous en apporte. Donc 1900 milliards, et ils n'ont pas d'argent du tout. Ils n'ont pas ces 1900 milliards. Et ce sont les banques, par contre, donc c'est par une opération de cavalerie, une pure opération de cavalerie. Les banques, donc la BCE est censée apporter globalement, donc sur l'ensemble de la période de 2020, 1900 milliards d'euros, mais la BCE n'avait rien. Donc les banques... la BCE le prête de l'argent aux banques ou rachète leurs titres et en échange, les banksters européens de la zone euro redéposent ces liquidités excédentaires qui sont excédentaires, mais presque pour la totalité, mais pas la totalité. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Il y a toujours un trou qui se développe et ce trou est supérieur à 1000 milliards d'euros. Et par qui est-il comblé? Bien, d'une part, par les États membres. Alors ça, c'est quelque chose qui est très curieux. La BCE donc, achète des bons du Trésor aux banques commerciales et
Ensuite, ces bons du Trésor se trouvent dans les comptes de la BCE. Dans le bilan de la BCE. Dans le bilan de la BCE. Et la BCE donc, a acheté ces bons du Trésor sans avoir l'argent en question. Mais est-ce que réglementairement, elle a le droit de gonfler à ce point son bilan? J'ai cru comprendre qu'il y avait des règles en la matière. Normalement, la BCE ne devrait pas financer les déficits des États. Mais en fait, c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle rachète des dettes. Et alors, est-ce que ça n'a pas des conséquences de type inflationniste? En tout cas, on craigne... Pour l'instant, donc, la création monétaire ne génère pas obligatoirement une inflation, mais au contraire une spirale déflationniste. Ah, ça, c'est Donc extraordinaire. la BCE ne pourra pas éternellement sauver les banques européennes. C'est ce qu'on dit depuis X années. Mais ça se passe toujours comme ça. Ben, jusqu'à présent, ça décourageant. s'est passé comme ça. Donc il n'y aura jamais de tsunami en fait. Si il y aura un tsunami, donc je pensais il y a 6 mois qu'il y aurait eu un tsunami plus tôt, mais il ne s'est pas produit. Donc les banques ont été sauvées provisoirement. C'est ça, là, oui. Mais la situation s'aggrave avec cette histoire de coronavirus, plus également avec les risques de récession qui risquent de se développer aux États-Unis. Jean-Pierre Chevalier, vous nous disiez donc avant d'être sur ce plateau que justement ce tsunami financier pourrait avoir lieu maximum en 2021. Qu'est-ce qui pourrait précipiter l'avènement de ce tsunami ? Alors, attention, il y a une chose qui peut se produire, qui est pire que la situation actuelle, c'est une récession aux États-Unis. Et cette récession aux États-Unis va se transmettre obligatoirement, comme toujours, en Europe. Mais qu'est-ce qui provoquerait la récession aux États-Unis? Alors, là, c'est un petit peu compliqué à expliquer dans le cadre de cette émission, parce qu'il faut bien comprendre, moi je me base toujours sur les chiffres, les séries statistiques, et là, je ne peux pas vous présenter de graphiques, peut-être qu'au montage, ils apparaîtront un petit peu plus clairement, mais je ne peux pas les montrer. Et il se développe aux États-Unis des cycles qui sont représentés par des écarts de taux sur les bons du Trésor américain. D'accord. Entre des taux longs et les taux courts. Les fameux treasuries. Les treasuries, ce sont donc les bons du Trésor américain, les marchés du bons du Trésor américain. Donc il y a des bons du Trésor à échéance courte et des bons du Trésor à échéance longue. Et l'écart entre certains bons du Trésor est significatif. Et on peut mettre, c'est ce que je développe sur mon site, chevalier.biz, c'est ce que je développe. On voit très clairement, à partir de l'étude bien précise de certains de ces écarts, on voit apparaître ces cycles qui se développent, et en particulier depuis le début des années 2000. Et à chaque fois que l'on a un point bas, de certains de ces écarts, lorsqu'il y a une remontée de ces cycles, cet écart, il se produit toujours une récession. Est-ce que le vainqueur de l'élection présidentielle va retarder ou annuler justement l'arrivée de cette récession, ou accélérer même? Alors, d'après mes dernières études que j'ai faites très récemment, il y a une chose qui risque de se produire très prochainement, là, dans 8 jours, va avoir lieu, on enregistre cette émission 8 jours avant les élections présidentielles américaines. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons pas le résultat de ces élections. Tout le monde dit que le Donald va perdre les élections. Oui, mais s'il gagne, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va être surpris. Et en particulier les investisseurs, les marchés, comme on dit, les investisseurs. Et à ce moment-là, le cours des actions va augmenter. Ouais. Et inversement, le cours des bons du Trésor, enfin les rendements des bons du Trésor vont baisser. Donc il va y avoir des mouvements de cette façon qui vont aboutir nécessairement à une récession. Et inversement, est-ce que si c'est Biden qui arrive, le cours des actions va s'effondrer? Non, tous les marchés anticipent l'élection de Biden. Donc le cycle va se poursuivre
lentement au cours des mois à venir. Donc la récession se produira nécessairement aux États-Unis, mais en 2021, et très certainement au deuxième semestre 2021. Alors, l'Amérique a quand même été affectée par le Covid, et Dieu sait si ça a été fort, et par le confinement. Or, il semblerait que la politique de M. Trump a été très différente en matière d'aide à l'économie américaine. Totalement. Différente de ce qui s'est passé en Europe. En Europe, ah oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Donc, à la limite, c'est très simple. À partir du mois de janvier, le gouvernement américain a emprunté sur les marchés un total de 5 000 milliards de dollars jusqu'à fin juin. Donc un cinquième du PIB. Un cinquième du PIB. C'est absolument considérable. Donc quand on représente l'évolution de la dette américaine depuis une vingtaine d'années, elle augmente lentement, régulièrement, et d'un seul coup, elle bondit. Bon. Donc elle bondit depuis le mois de janvier. Donc c'est considérable, 20% de plus. La dette américaine représente actuellement 150% du PIB. Courant actuel. Donc d'après les chiffres de la Fed de Dallas, qui calcule la dette totale, donc le capital à rembourser, plus les intérêts. Alors, donc nous sommes plutôt, quand il s'agit d'apprécier la dette américaine, on est plutôt sur une analyse pessimiste. C'est-à-dire, tout le monde dit c'est le dollar qui va y passer, l'Amérique est foutue. Pardonnez ce langage un peu familier, mais c'est ce qui se dit. Or, vous dites plutôt le contraire. Exactement le contraire, parce que qu'est-ce qui se passe? Les taux des bons du Trésor américain ont baissé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il y a une très 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 forte demande dans le monde pour acheter les bons du Trésor américain. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'argent, enfin les multimilliardaires ou les gens qui travaillent donc pour le compte de fonds de placement placent leur argent préférentiellement aux États-Unis en bons du Trésor. Pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre. L'Amérique remboursera toujours. Et en fait, on va le voir, la dette n'est pas du tout inquiétante. Pourquoi? Parce que qu'a fait le gouvernement américain, donc avec ses 5 000 milliards de dollars empruntés? Le gouvernement a donné, ce n'est pas prêté, il a donné 3 000 milliards de dollars aux Américains, aux gilets jaunes américains, c'est pas les milliardaires. Oui. Donc 3 000 milliards de dollars, c'est pour 300 millions d'Américains, je donne un ordre de grandeur très approximatif, c'est 10 000 dollars par personne. Directement ou indirectement? Directement, sur les comptes. Mais par donc personne, les enfants... non, les 300 millions... Non, 300 millions par adulte. Ah oui, par adulte, oui, c'est 300 millions par personne. Donc monsieur et madame, gilets jaunes américains, monsieur a reçu 10 000 dollars supplémentaires. Oui, d'accord. Et madame a reçu 10 000 dollars sur ses comptes. Oui. Dans 20 000 dollars dans un foyer. Bon. Et cet argent, où se trouve-t-il? C'est dans les comptes bancaires de ces Américains, de ces ménages, en compte courant et en épargne, en compte d'épargne. Donc ils ne l'ont pas dépensé. Non, ils n'ont pas dépensé cet argent. Pour partie, quand même. Non, ça, ce sont... ce que je vous expose ici, ce ne sont pas des idées, etc. C'est la constatation des agrégats monétaires M1, donc qui correspond au compte courant des Américains, et l'agrégat monétaire M2-M1 qui correspond à l'épargne des Américains. Donc c'est de l'argent qui est indubitable, qui se trouve actuellement sur les comptes des banques américaines. Donc cet argent appartient en fait aux Américains, mais il se trouve sur les comptes des banques américaines. Donc les banques américaines ont eu 3 000 milliards de dollars actuellement en compte, dans leur compte, dans leur liquidité. Donc elles disposent de liquidités supplémentaires de 3 000 milliards de dollars qu'elles ne peuvent pas investir, puisque c'est de l'argent en compte courant, donc les Américains peuvent le dépenser à tout moment. Et en épargne, donc c'est une épargne à très court terme, les Américains peuvent retirer leur épargne sans préavis, d'un jour à l'autre. Donc les banques très proche de la liquidité. Oui, c'est une épargne très liquide. Donc les banques américaines ne peuvent pas placer cet argent.
Donc elles sont obligées de conserver ces liquidités. Et les banques américaines, déjà auparavant, regorgeaient de disponibilité. Grâce Parce au qu'elles sont... quantitative easing. Non, pas du tout. Pas parce seulement. qu'elles sont très bien gérées. Il y a eu des problèmes en 2009, au début des années 2000. Oui, bon, il y a eu. ces problèmes ont été résolus. Maintenant, elles sont très bien gérées depuis une dizaine d'années. Et donc l'effet de levier n'est pas du tout celui de l'Europe. Non, il est parfait, pratiquement parfait pour la plupart des banques. Il y a très peu de banques qui dépassent la limite, c'est-à-dire que les banques ne doivent pas avoir le total des dettes des banques ne doit pas dépasser 10 fois le montant des capitaux propres. Donc les 3 grandes banques américaines, Wells Fargo, JP Morgan et Citigroup, par exemple, respectent cette règle prudentielle d'endettement. Donc les banques ont déjà Pardon, beaucoup... vous interromps. Mais pourquoi elles les respectent-elles alors même qu'en Europe on ne les respecte pas? Parce que les Américains ne sont pas bêtes, hein. Ils ont compris ce que je vous explique. Oui. Il y a aussi... Moi, je pompe, j'ai copié les informations qui sont diffusées aux États-Unis. Oui, mais et on n'en parle pas en France. Une certaine banque qui s'appelait Lehman Brothers a été flinguée. Ah bah oui, mais ils l'ont flinguée. Qui l'a flinguée ? Il y a eu des problèmes au début des années 2000, mais ça a été résolu en flinguant justement la banque Lehman Brothers, donc en 2009. Et depuis cette époque-là, les banques américaines sont parfaitement bien gérées. Et à ce moment-là, donc, elles ont des liquidités excédentaires considérables. Que font-elles? Elles sont obligées, en fait, de déposer cet argent à la Fed. D'accord. Et le bilan de l'affaire explose. Ouais. Il est de 7 000 milliards de dollars. Ça n'a jamais été aussi important. La Fed, donc, reçoit de l'argent des dépôts des banques. Ouais. Et que fait-elle à partir de cet argent? Elle a de l'argent, 7 000 milliards de dollars. Elle va en faire quelque chose. Elle le redonne au gouvernement. Non. Que va-t-elle faire? Que peut-elle faire? Elle peut acheter des bons du Trésor des États-Unis. C'est une façon de donner au gouvernement. Oui, mais Oui, techniquement, d'accord. d'abord... Oui, parce que l'inscription... N'allez pas trop vite. Donc, oui. Elle achète des bons du Trésor, les Treasury, donc les bons du Trésor, la dette américaine, et des titres hypothécaires. C'est-à-dire, donc, les Américains donc, empruntent de l'argent pour acheter des maisons, des logements, des appartements, etc. Et ces dettes sont ensuite... mises dans des paquets, etc. Et donc, elles sont vendues en gros, en quelque sorte. Oui, mais alors, on était toujours dans ce rachat par la BCE de bons du Trésor. On avait tendance à dire aussi que la BCE n'était pas la seule, qu'il y avait la Chine qui achetait des bons du Trésor américains. Alors, peu importe qui achète les bons du Trésor. Donc les bons du Trésor américains sont achetés par les marchés, d'une façon générale surtout. Et puis, donc, la Fed achète également ces bons du Trésor. Donc, il y a une très, très forte demande dans le monde des bons du Trésor américains. Et là où c'est absolument génial, comme plan qui a été développé par l'équipe de Donald Trump, c'est qu'à l'échéance, lorsque ces bons du Trésor seront remboursés, qu'est-ce qui se passera? La Fed aura ces 7 000 milliards de dollars, pour simplifier. Et que va-t-elle faire de cet argent? Elle va les restituer à l'État. Parce que la Fed, à chaque fois qu'elle a de l'argent en trop, que fait-elle? Elle va le redonner à l'État. Parce que la Fed, donc la Banque centrale, est un organisme étatique. Donc l'État emprunte 5 000 milliards au début et récupère in fine 7 000 milliards. Oui, à l'échéance. Et quel est l'intérêt pour l'État d'avoir fait cette opération? Toute cette opération, donc, qu'est-ce qui s'est passé en cours qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que les Américains ont 10 000 dollars sur leur compte. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont contents. Donc, ils peuvent acheter des maisons. Donc là, en ce moment, est-ce qu'ils le font du coup? Et ils commencent à le faire. Il y en a beaucoup qui le font. Les achats de maisons ont augmenté d'une façon considérable. Les rachats de maisons et puis les achats de maisons neuves ont augmenté. Ils vont acheter des voitures, etc., etc. Donc ils réagissent relativement lentement. Donc tous les Américains vont revoter pour Donald Trump alors? Ah oui, en bonne logique, à vous entendre. Il est possible, c'est possible. Donc on est 8 jours avant l'élection. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait.
il est fort possible que les Américains votent effectivement pour réélire Donald Trump. Et à ce moment-là, les marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont réagir, les actions vont remonter, parce que les Américains ont de l'argent, ils sont contents. Les Américains, quand ils ont de l'argent, ils sont contents. Nous sommes contents pour eux, mais nous allons faire une pause. Bon. Alors, Jean-Pierre Chevalier, vous avez fait une description assez optimiste de la situation américaine, mais je dirais que l'Europe, comparée à la situation américaine, souffre quand même alors d'une énorme différence, parce que les 1900 milliards de tout à l'heure, ils n'existent pas, comme vous nous l'avez dit. Et donc, nous ne sommes pas du tout dans la même logique qui voulait que l'argent circule pour dynamiser l'économie. Oui, ces 1900 milliards d'euros ont été apportés par la Banque centrale, mais ils n'ont pas été empruntés. Donc, je viens de vous expliquer tout à l'heure que pour ce qui concerne aux États-Unis, c'est l'État américain, l'État fédéral américain qui a emprunté 5 000 milliards de l'argent qui existait de déjà. l'argent qui existe Parce que sur là, les c'est de la marchés. création monétaire. Pardon ? Pour l'Europe, c'est de la création monétaire. Oui. Donc aux États-Unis, c'est de l'argent qui a été emprunté sur les marchés et qui se trouve injecté dans le circuit américain. Alors que là, la BCE a prêté de l'argent qu'elle n'a pas. Oui, personne, la BCE n'a pas emprunté d'argent. Où se trouvent ces 1900 milliards d'euros que la BCE a prêtés? Alors quel est le danger? Sauver des banques en leur apportant de l'argent qui n'existe pas, pour moi, c'est inconcevable. Essayez de comprendre. Le danger est pour qui, en fait le danger, il y a de l'argent qui circule en Europe, des milliers de milliards d'euros qui circulent, mais qui ne devraient pas exister, qui ne devraient pas circuler. C'est de l'argent créé sans contrepartie réelle. C'est de la pure création monétaire. Et c'est de la pure création monétaire, et ça, c'est extrêmement grave. Mais ça, c'est très théorique. Non, c'est pas... Non, mais d'accord, mais c'est pas théorique, non, c'est... mais pour le consommateur, pour l'épargnant, quel est le risque de Alors, pour l'instant, de cela? Il n'y a pas eu de tsunami bancaire. Mais oui, j'allais vous le dire. Mais... vous nous l'avez dit, d'ailleurs. Je l'ai prévu, depuis des années, je dis, mais ça ne peut pas continuer, je ne suis pas le seul. Non, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres économistes, surtout aux États-Unis, qui disent, mais c'est pas possible. Même les invités, que vous avez eu beaucoup d'invités qui disent exactement la même chose. Mais c'est pas possible, l'euro. Et pourtant, ça existe depuis 20 ans. Oui, il y a quand même, dans les milieux informés, un très gros doute sur l'euro. Ah oui, mais ça ne s'est pas produit par une catastrophe, par un tsunami bancaire, comme ça s'est produit à Chypre et en Grèce. Mais ça risque de se produire, effectivement. Est-ce que, Jean-Pierre Chevalier, ce tsunami bancaire que vous annoncez est aussi ce qu'on peut appeler le grand reset que le FMI et le Forum de Davos évoquent dans... Est-ce que ces deux termes... Non, ça n'a rien à voir. Le même sens. Non, ça n'a rien à voir. Donc je ne suis absolument pas du tout partisan du grand reset, de tout le baratin qui tourne autour du forum de Davos. En ce moment, le FMI l'annonce aussi. Mais je m'en fiche de ça. Oui. Si vous voulez, actuellement, surtout, c'est absolument extraordinaire. Tout le monde peut dire n'importe quoi sans aucune justification. Oui. Les gens parlent. Mais ce qui est important, c'est de voir la réalité des choses. Oui, mais les gens, là c'est le FMI, c'est pas les gens. Mais peu importe. Donc il y a une manipulation d'informations qui est absolument phénoménale. Le FMI, ce sont des gens qui développent certaines idées, mais ce sont les leurs. Alors, le discours sur les déficits, le discours sur l'excès de fabrication monétaire en Europe, etc., est un discours un peu apocalyptique, c'est vrai, et un discours qui a une connotation morale sur le fait que, tôt ou tard, une sanction va arriver. Alors, par rapport à la question de Pierre tout à l'heure,
est-ce que finalement, il n'y en a pas certains qui souhaitent cette sanction justement pour changer le paradigme économique, changer les composantes de l'économie et de la société? C'est ça la question. Ce sont des idées qui sont développées par un certain nombre de personnes, effectivement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que vous parlez, si on parle de manipulation d'informations, elle part essentiellement des Américains. Que font-ils les Américains? Pour eux, le premier pilier des Reaganomics, c'est l'argent sain. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de création monétaire, parce que c'est catastrophique. Et qu'est-ce qui s'est passé donc aux États-Unis, qu'ont fait les Américains qui dirigent en fait réellement les États-Unis? Ils ont poussé les Européens à la faute en les incitant à adopter cette monnaie unique européenne et à développer cette création monétaire qui affaiblit considérablement l'Europe. C'est quand même très intéressant ce que vous dites, parce que beaucoup de nos amis viennent nous dire ici, parfois, qu'au contraire, l'euro a été créé pour faire pièce au dollar. Ben oui, mais c'est ce que disent tous les européanistes, ou je sais pas comment tous les européistes, tous ces gens-là. Mais non, c'est complètement idiot. Regardez ce qui se passe dans tous les pays, surtout les pays du Club Med, comme on dit, y compris la France. Donc la situation se dégrade depuis l'adoption de cet euro. C'est de pire en pire. Surtout, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais méditerranéen. Surtout pour les Grecs, les Chypriotes, les Italiens, les Espagnols, les Français avec les gilets jaunes, etc. Donc, et avant, qu'est-ce qui se passait? Donc nous qui avons quand même quelques années de plus que vous, on a connu... Mais nous, on a connu plus longtemps que ça, les monnaies nationales. Et on a surtout connu ces dévaluations. Des dévaluations. Qu'est-ce qui se passait? Une dévaluation, très bien. C'est catastrophique. Oui, mais les prix des produits français baissent sur les marchés internationaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les exportations reportent et tout le monde va très bien. Pendant les 30 années, donc les 30 glorieuses qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le franc existait, il y a eu des dévaluations, on s'en fichait. Les Italiens, c'est encore pire. Mais si on fait le décompte des dévaluations françaises, 45, 46, 47, 48, 58... Moi, je les connais pas. 58, 69, 60, il y a eu 80, 82, 83, 87. Bon, c'est-à-dire qu'on ajuste la monnaie à nos performances. Mais donc, c'est pour, voyez, la stabilité, il y a tout un tas de gens qui disent, mais on veut la stabilité des monnaies en France, des parités monétaires. C'est complètement idiot, c'est aberrant. On n'a jamais, les Italiens, le niveau de vie des Italiens, des Espagnols a considérablement augmenté quand il y avait les monnaies nationales. Jean-Pierre Chevalier, est-ce que ce tsunami financier découlera de la récession que vous prévoyez pour les États-Unis, maximum 2021 Regardez la situation... La récession américaine qui arrivera après en Europe. Regardez la situation actuelle. Donc, le jour où nous enregistrons cette émission, c'est la veille du jour où seront prises des décisions de reconfinement éventuellement. Donc, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Mais la situation actuelle est catastrophique en France, en particulier à cause de cette histoire de coronavirus. Donc... Et beaucoup de gens disent mais ça ira mieux dans quelques mois, ça ira mieux en 2021 ou dans les 3-4 mois qui vont venir, ça se passera finalement. Ça remonte, vous dites. Oui, ça va remonter. Et puis il va y avoir une récession aux États-Unis et elle va se rajouter, elle va se transmettre ici en Europe. Ça sera horrible. Alors, qu'est-ce qui se passera exactement? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut s'attendre à une situation similaire à celle de l'Argentine au début des années 2000 ? Il vaudrait mieux plutôt prendre la comparaison avec la Grèce. Et Chypre. Donc, parce que c'est dans la zone euro. Donc, ce qui s'est passé en Grèce et à Chypre... Des fonctionnaires qui sont plus payés, des gens qui ne peuvent plus retirer l'argent à la banque. Les banques qui sont fermées. Complètement... qui ne peuvent plus s'en sortir. Il n'y a pas que moi qui ai cette opinion catastrophique sur les banques, les marchés en particulier.
la capitalisation boursière des banques françaises est très 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 faible. C'est de la Société Générale, par exemple, a une capitalisation boursière actuellement de 10 milliards d'euros seulement. Oui, c'est modeste. Alors qu'une banque comme Wells Fargo, par exemple, qui est presque aussi, qui a un bilan qui est très proche de Société Générale, a une capitalisation boursière de 95 milliards de dollars. Donc 10 fois plus de capitalisation boursière. C'est-à-dire que les investisseurs, les analystes financiers qui investissent sur les marchés internationaux disent ils retirent leurs billes, leurs capitaux propres de Société Générale et le cours de l'action baisse considérablement. Donc je ne suis pas le seul à dire ça. Je veux dire tous les investisseurs, mais par contre, les investisseurs ne développent pas ces idées-là. Mais la BNP a une taille de bilan qui est supérieure au PIB français. Ah oui, c'est absolument. Alors, beaucoup de gens disent, vous n'en faites pas, l'État interviendra pour sauver les banques. Que voulez-vous que fasse l'État ? Le total du bilan de BNP est supérieur au PIB annuel courant français. C'est insauvable. Donc, c'est la situation de la Grèce, de Donc, le too Chypre. big to fail est là maintenant, cette expression. Oui, mais qu'est-ce qui se passera en fait ? Je n'en sais rien. Ça sera catastrophique. Ouais, trop grosse pour se casser la gueule. Non, oui, c'est... C'est... Est-ce que les banques allemandes, Jean-Pierre Chevalier, sont dans le même état que celles de la France ? Alors c'est difficile de répondre à cette question-là parce que donc le système bancaire allemand est différent du système bancaire français. Il y a une grande banque, Deutsche Bank, qui est dans un état catastrophique comme la banque française. Et puis, les autres banques, il y a beaucoup de banques régionales, de petites banques, et là, on n'a pas d'informations précises dessus. Alors qu'en France, toutes les petites banques ont disparu. Quelque chose qui était très important, et vous qui êtes particulièrement féru en histoire. La France, donc la croissance de la France a été très importante à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, parce qu'il y avait beaucoup de petites banques, des banques régionales, locales et tout. Lorsque l'on voulait construire une usine, quelque part dans les Alpes, par exemple, il y a la banque de Visil qui est restée, le nom est resté longtemps. Donc c'était pour construire une usine, une papeterie à Visil dans un petit village et en utilisant l'électricité hydraulique et tout. Donc il faut de l'argent pour faire cela et cet argent, il créait une banque pour créer une entreprise. Et il y avait énormément un très 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 grand nombre de petites banques et la France, la croissance de la France a été très 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 importante, fin 19e, début 20e, etc. La France était un des plus grands pays, un des 3 plus grands pays dans le monde, le pays les plus développés. Paris, Ville Lumière, etc., etc. Et toutes ces petites banques ont été rachetées par des grosses banques qui sont considérables. Les banques françaises les 4 banques françaises sont aussi grosses, pratiquement aussi grosses que les 4 plus grandes banques américaines. Société Générale, BNP, Crédit Agricole et BPCE. Le groupe BPCE. Donc il y a 4 grands groupes, les autres, donc Crédit, d'autres, il y a c'est pas grand-chose. Donc 4 grands, il ne reste plus que 4 banques et elles sont presque aussi grosses que les 4 banques américaines. Et les Américains ont peur de ces big banques américaines parce qu'elles sont trop, ils considèrent qu'elles sont trop grosses. Et pourtant, il y a 300 millions d'Américains. Ils ont peur. Et les Français, ils s'en foutent. Alors, Jean-Pierre Chevalier, nous allons faire une nouvelle pause. Et après, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas directement financière, mais qui a des conséquences financières et économiques. Et elle porte évidemment sur le Covid, ou la Covid, parce que, à lire votre blog, chevalier.biz, on a l'impression que vous êtes covido-sceptique. Et j'aimerais quand même vous interroger là-dessus. Alors, Jean-Pierre Chevalier, vous êtes assez covido-sceptique, je ne sais pas si on peut risquer le terme. Est-ce que, à vous lire quand même sur votre blog, on a l'impression que vous n'y croyez que moyennement. Vous voyez derrière quelque chose comme des arrière-pensées
gouvernemental ou autre. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologique, ni virologue et tout, mais ce que j'aime bien, c'est essayer de décrypter quelque chose qui n'est pas clair, qui est un petit peu compliqué et tout. Donc, par exemple, les bilans des banques qui truandent, les banksters, etc. Donc, j'ai développé certains types d'analyses qui sont intéressants. Et je raisonne à ce sujet à partir de bouées d'ancrage, en quelque sorte. Oui. Donc, quand on fait de la voile, par exemple, en Bretagne, des fois, il n'y a plus de vent. Et par contre, il y a des courants qui vont dans le mauvais sens. Alors, pour pas partir en arrière, on jette l'ancre. Donc, on s'accroche. Donc, là, c'est la même chose. Donc, pour le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à savoir. Par contre, il y a quelques personnes qui connaissent bien les problèmes. Par exemple, le professeur Luc Montagnier, qui a été prix Nobel de médecine, mais biologie. Peut-être contestable, mais enfin, il connaît tout au moins très bien ces problèmes de virus. Et que dit-il? Il dit que ce virus ne peut pas être un coronavirus naturel. À partir de l'analyse des génomes de ce coronavirus, puisqu'il y a une partie de séquence, donc Madame Alexandra Orion-Claude, oui. l'a expliqué très bien aussi. Donc une partie de séquence qui provient donc de la chauve-souris, une autre séquence provient du pangolin, une autre provient du sida. Donc c'est pas possible. Oui, ce qu'elle explique, c'est que si on voulait créer humainement, si l'homme voulait créer un virus, il s'y prendrait pas différemment. Il ferait ça. Donc, moi, je suis moins prudent qu'elle. J'ai dit, Luc Montagnier, qui connaît quand même bien les choses et puis qui connaît beaucoup de gens dans le monde, et il est très connu également aussi, dit, c'est effectivement, un virologue, les virologues chinois, on sait qu'ils travaillent depuis 15 ans sur les coronavirus pour essayer de développer des vaccins. Et ils ont finalement réussi de cette façon à créer un vaccin. Et le problème, c'est que lorsque il est possible de créer un vaccin, donc d'atténuer un virus, les militaires chinois qui regardent toujours derrière tout le monde en Chine et tout, disent oui, ça nous intéresse parce qu'on peut vacciner les soldats chinois, mais on peut aussi rendre le virus plus virulent et pour le développer chez nos ennemis. Donc, c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant... C'est une bouée d'ancrage qui est très importante. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout le monde sait que tous les ans, des virus partent de Chine et vont ensuite en Europe et ensuite en Amérique du Nord. Il y a une propagation de ces virus. Et tous les ans, il y a des morts, des gens qui sont malades. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il y a eu une surmédiatisation de des décès en particulier, de cette maladie associée à ce coronavirus. Et d'où provient-elle? C'est toujours les mêmes. Donc, vous en aviez cité tout à l'heure quelques-uns. Donc, c'est tous ceux qui manipulent les opinions publiques, donc avec le réchauffement climatique, avec le Davos, etc., etc. Donc, là, ils ont fait très fort. Ils ont fait peur à tout le monde. Et quelque chose qui est très curieux, donc avait relevé en particulier le professeur Didier Raoult, c'est que lorsque on est malade, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit consulter un médecin. Le médecin doit diagnostiquer effectivement la personne, etc. et lui proposer un remède. Et là, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Le confinement. C'est pas du tout un remède. Jamais on a soigné des gens en leur disant « surtout ne vous soignez pas, restez chez vous, vous pouvez crever ». Et en ajoutant « on va vous confiner parce que vous êtes coupable ». Ben oui. Depuis quand un gouvernement culpabilise-t-il sa population? Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est absolument catastrophique. Ce confinement est catastrophique. Lorsque vous m'aviez invité, donc c'était le 3 mars, 0303. Donc le 3 mars, donc je n'imaginais pas qu'un gouvernement puisse interdire aux gens de travailler. C'est aberrant. Il y a
aucune relation avec une maladie. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Bon, le coronavirus rend malade, effectivement, mais et les personnes qui sont, comme tout le monde le sait maintenant, qui meurent, donc ce sont des gens qui ont plus de 80 ans. Donc, quand les gens qui ont plus de 80 ans, qui sont obèses, qui en est un, comme on dit, leur espérance de vie. On a des statistiques de contamination, mais on n'a pas de statistiques de des morts et des létalité. hospitalisations. J'ai fait donc une étude, j'ai repris, comme toujours, les documents, donc les données de l'INSEE sur la mortalité en France depuis 1946 jusqu'à maintenant. Donc, vous l'avez mis sur votre blog. Ah oui, je oui. l'ai vu. Donc, c'est très intéressant de le reprendre parce qu'on peut comprendre ce qui se passe réellement, quelle est la mortalité, l'importance de la mortalité. Oui, la mortalité n'a pas augmenté entre janvier et septembre, entre janvier-septembre 2018 et janvier-septembre 2020, la mortalité est grosso modo la même à 300 personnes près. Oui, donc il y a plusieurs... Est-ce que justement le fait de confiner les gens, sans le confinement, est-ce que la situation n'aurait pas été encore pire en 2020 ? Non, le confinement n'a fait qu'aggraver la situation économique. Oui. Mais il n'y a pas eu... les gens n'ont pas été guéris grâce au confinement. Oui, mais est-ce que ça n'aurait pas, quelque part... est-ce que, si les gens n'avaient pas été confinés, est-ce que l'épidémie ne se serait pas plus facilement propagée et n'y aurait-il pas eu plus de morts ? Non, il n'y a aucune raison de penser à ça. Le pays qui a le mieux géré l'affaire, c'est Taïwan. Alors, il y a aussi un problème important à développer à ce sujet. Pourquoi Taïwan ? C'est une île, d'abord. Oui, mais peu importe. Les Taïwanais sont des Chinois. Sont des Chinois qui ne veulent pas vivre sous la domination du Parti communiste. Donc, ils développent les théories libérales, essentiellement. Ouais. Ils ont dit, mais ce que je vous expliquais à l'instant, c'est que tous les ans, des virus partent de Chine. Donc ils ont dit, là, il y a un virus qui est dangereux. On va fermer Taïwan. Donc chaque pays a une frontière, un territoire. Voilà, mais vous allez nous attirer des ennuis. Voilà, nous sommes dans les gros mots, là. Bah oui, mais... Frontière. Mais oui, une frontière. Une nation, qu'est-ce que c'est ? C'est un peuple et un territoire, donc des frontières. Le libéralisme est basé sur... quel est le livre fondateur du libéralisme là ? C'est celui d'Adam Smith. Smith, oui. Donc, de la richesse des nations. Ouais. Pour être riche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut raisonner déjà au niveau de la nation, pour faire en sorte que les gens soient libres dans le territoire de la nation. Donc, vous dites Taïwan est une île, mais je m'en fiche que ce soit une île. La France, même si ce n'est pas une île, la France était une nation, c'est-à-dire un peuple avec un territoire et une frontière. Donc, qu'auraient dû faire les autorités françaises ? Ils auraient dû faire la même chose que les autorités taïwanaises, c'est-à-dire fermer les frontières, les limiter limiter l'entrée des personnes susceptibles d'avoir le virus, et à ce moment-là, et ne pas empêcher les gens d'aller travailler. Donc on peut être libéral et national. Bien sûr. Mais c'est dans l'essence même du libéralisme. Pour être riche, il faut raisonner d'abord au niveau de la nation. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le comprendre. C'est le livre fondateur. Et une fois que dans la nation, c'est le rôle de l'État de faire en sorte que les gens soient libres d'aller et de venir. Et qu'est-ce qui se passe actuellement depuis mi-mars ? On empêche les gens d'aller et de venir. Pendant le confinement, on était condamnés à rester chez soi, donc c'était une assignation à résidence. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Et ce qui va se passer dans les jours et les semaines et les mois à venir, c'est encore pire. L'État doit assurer la liberté d'aller, de venir, de travailler, de ne pas travailler. Si vous ne voulez pas travailler, ne travaillez pas. Mais vous ne gagnerez pas d'argent. Comment l'État va réagir, Jean-Pierre Chevalier, excusez-moi, comment l'État va réagir
quand la situation sera celle que vous décrivez? Ben, j'en sais rien. Comment voulez-vous prévoir les décisions des hommes politiques? C'est impossible. Ce matin, le 3 mars, quand vous m'aviez invité, le 3 mars, je ne pensais pas, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir... Le 3 mars, on avait déjà des informations. On avait des informations. On n'aurait pas pu penser que ça puisse connaître le scénario que nous avons connu. Mais le patronat français, ce matin même, a annoncé que le confinement serait un véritable cataclysme pour l'économie. Ça tuerait l'économie. Mais ça l'est déjà. Actuellement, c'est absolument catastrophique. Tout un tas de gens ont perdu leur emploi, les restaurateurs. Pardon ? Les entreprises ferment. Les tribunaux de commerce sont en train de... Oui, mais peu importe, ils ont retardé en fait les déclarations de fermeture. Ça va s'étaler. Il y a un aspect qu'on n'a pas mesuré non plus, c'est que nous avions à peu près 9 millions de pauvres en France. Il semblerait que les conséquences du Covid aient provoqué à peu près 1 million supplémentaire de pauvres. Oui. C'est un article que je publie dans Politique Magazine, là, début novembre, et on s'aperçoit que toutes les populations qui avaient des petits boulots complémentaires, de l'économie informelle, etc., sont littéralement tués par le confinement. Ils n'ont plus rien. Et tout à l'heure, on parlait des États-Unis. C'est exactement le contraire. Les Américains, comme je l'ai expliqué, ont reçu de l'État $10 000 sur leur compte bancaire. Oui. Et ils sont riches. Alors vous disiez, je fais un retour en arrière quand même. Je suis désolé. Peut-être pour doucher votre enthousiasme sur les États-Unis, parce que vous nous avez dit, ça a été de la distribution d'argent qui existait déjà. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais en revanche, monsieur le président de la Fed, dont je suis en train d'oublier le nom, Jérôme Powell nous a quand même fait du quantitative easing. Il a quand même injecté. Non, il n'a pas injecté. Tout le monde dit, la Fed a injecté. Non, elle n'a pas injecté d'argent. Comme je vous l'ai expliqué, donc c'est l'État américain qui a emprunté de l'argent. Il n'y a pas eu du tout de création monétaire ex nihilo. Absolument pas. L'argent a été, les 5 000 milliards de dollars qui ont été empruntés sont allés dans les comptes des Américains, dans les comptes des banques, et ils sont revenus actuellement dans le bilan de la Fed. Oui, mais l'État s'est encore endetté. Bah oui, mais... Et pourquoi vous disiez tout à l'heure que c'était pas grave que l'État... C'est pas grave parce qu'à l'échéance, qu'est-ce qui se passe? La Fed est propriétaire maintenant des bons du Trésor en question. Et donc les bons du Trésor seront remboursés à leur échéance. Oui, cet argent reviendra dans les comptes de... Donc il n'y a pas eu de planche à billets aux États-Unis? Pas du tout. Bon, par contre, alors la planche à billets, on l'a eu en Europe. En Europe. Alors là, je voudrais dire quelque chose, une antériorité. Donc j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'antériorité donc en Grèce et puis à Chypre, mais il y en a encore une qui est encore bien pire en quelque sorte. C'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu une hyperinflation. C'est la même chose, une création monétaire absolument gigantesque qui s'est faite par la planche à billets. Et donc c'est notre ami Pierre Jovanovic, bien connu ici. Bien connu de nos téléspectateurs. Qui a écrit, qui a publié ce livre qu'il faut absolument lire. Donc quelles sont les conséquences? Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Voilà. Et donc l'idée, Pierre Jovanovic a très 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 bien compris que ce qui s'est passé donc après la Première Guerre mondiale en Allemagne, c'était une création monétaire ex nihilo totale. Et c'est la réponse à la question que vous me posez. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé, ça a été catastrophique. Les Allemands ont énormément souffert dans les années 20. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont vengés. Et là, c'était horrible. C'était horrible. Alors, c'est le socialisme nationaliste allemand. Oui, donc c'est ce qui s'est passé. Alors comment voulez-vous prévoir ce qui va se passer à l'avenir? Un scénario pas trop catastrophique, c'est la Grèce et Chypre. Et les gens souffrent énormément dans ces pays-là. Et pire encore, c'est l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Vous voyez, en Grèce, on a eu la prise du pouvoir par l'extrême gauche, laquelle extrême gauche s'est couchée devant la Troïka, et cette extrême gauche a été remplacée par de nouveau un gouvernement libéral
qui est arrivé au pouvoir, enfin libéral au sens Oui. Macron du terme. Donc finalement, la société grecque a souffert sans qu'il y ait un vrai changement politique. Ah non, et économique non plus. voilà. Les Grecs ne sont pas riches, hein, ils sont pauvres. Non, hein, non. et c'est Ils sont restés catastrophique. pauvres. Ils sont restés pauvres. Et à Chypre aussi, c'est peut-être moins pire en quelque sorte. Mais les conséquences économiques, quelles sont-elles réellement, concrètement, précisément? Je ne peux pas le dire, mais c'est catastrophique. Quelle forme? Je ne sais pas ce que ça prendra, mais ça sera horrible. Et déjà actuellement, La fin, ça sera horrible. actuellement la situation est grave. Elle était grave avec les gilets jaunes. C'est pire actuellement, et ça sera pire à cause de cette histoire de coronavirus. Là. On empêche toujours les gens de travailler, on empêche les gens d'aller au restaurant, on leur fait peur. Et ça a des conséquences absolument horribles. Les gens ne dépensent pas d'argent. Oui, mais ne vous y trompez pas, vous en avez fait l'expérience vous-même. La peur nous fait des gens soumis et obéissants. Oui, c'est ce qu'a dit Machiavel. Hein, donc, Exactement, c'est une phrase de Machiavel. On gouverne donc celui qui par la contrôle peur. la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Oui. Voilà. Donc, effectivement, donc, bon, Pierre Jovanovic, là, j'en parle encore, dit que finalement, c'est celui que j'appelle le mignon poudré, crée spécialement cette peur pour contrôler, effectivement. Parler d'Emmanuel Macron, Oui, le on avait compris, voyons. Tout le monde avait compris, le mignon poudré. Le mignon poudré. pour être sûr. Il fait peur aux gens et ça a des conséquences absolument catastrophiques. Il devrait faire exactement le contraire. N'ayez pas peur. Ouais, c'était une phrase de Jean-Paul II, Ouais. aux Français. Eh bien, Jean-Pierre Chevalier, merci. Merci pour votre contribution à... Je suis désolé. Ah non, mais tout à fait. Vous nous avez éclairé sur les banques, sur l'Amérique, sur l'Europe. La situation européenne n'est pas encourageante. Mais il n'empêche que nous continuerons à faire nos investigations sur l'économie européenne dans les prochaines émissions. Et Merci. vous reviendrez à l'occasion. Merci Jean-Pierre Chevalier. Merci à vous. Pierre. Et chers téléspectateurs, à très bientôt.